bonjour et avoir le plaisir de clore ce volet-là de partage donc, de nos expériences dans les milieux respectifs sur le processus de discussion des soins en fin de vie. Moi, je vais vous parler brièvement du processus de discussion pour la planification préalable des soins en fin de vie au CSSS de Saint-Jérôme. Dans notre établissement, on s'inscrit, nous, dans la réflexion, évidemment, du mourir dans la dignité. Et on veut s'assurer que les patients puissent vivre cette dernière étape de vie de la façon la plus sereine possible, en faisant en sorte que les choix des patients quant à leurs soins en fin de vie aient été discutés en amont. Donc en amont, par exemple, un épisode de soins aigus, d'une hospitalisation, à tête froide le plus possible, plutôt que dans l'émotion, quand par exemple le patient arrive à l'urgence entouré de ses proches qui sont déconcertés, en panique. Donc que le patient puisse prendre une décision éclairée et la communiquer à l'équipe de soins. Parallèlement, on veut également apporter à l'équipe soignante un soutien pour mener cette discussion-là qui est évidemment souvent délicate, pour que l'équipe puisse identifier les besoins des patients pour les accompagner dans cette dernière étape-là. On veut aider l'équipe, donc non seulement les médecins, mais tous les soignants, à aborder le sujet et à entamer le dialogue. Donc, pour répondre à ces préoccupations-là et à l'initiative de la direction des services professionnels, un groupe de travail a été créé pour s'intéresser à la question, on appelle chez nous le comité Choisir, et qui a réuni une équipe multidisciplinaire qui inclut notamment des médecins, infirmières, représentants du comité d'éthique clinique, représentants des services ambulanciers régionaux, de l'Agence santé des services sociaux de Laurentides, dont plusieurs sont parmi nous aujourd'hui, et qui ont donc développé en 2008 un processus de discussion et de décision au niveau des soins en fin de vie avec des patients ayant un pronostic de survie en deçà de 24 mois. Ce processus-là a été implanté de façon graduelle dans le cadre d'un projet pilote au centre hospitalier, donc aux soins palliatifs, en pneumologie, en hémato-oncologie, en cardiologie et en néphrologie. Et après évaluation des résultats des projets pilotes et révision de nos outils en fonction des commentaires qui ont été recueillis auprès des utilisateurs, le processus en question, qui a d'ailleurs été adopté par le CMDP, sera bientôt donc implanté de façon générale dans l'ensemble de nos installations concernées. Donc, on parle entre autres des CLSC, CHSLD, cliniques externes. Donc, de façon pratico-pratique, les principales modalités de ce processus-là, discussion des soins en fin de vie, donc de la démarche relationnelle qui s'inscrit dans la lignée des recommandations de la commission spéciale et auxquelles elle a d'ailleurs fait référence dans son rapport Mourir dans la dignité, donc sont comprises de façon schématisée dans une grille de discussion et de décision qu'on appelle familièrement chez nous le formulaire orange, donc pour une raison évidente. Alors, un des avantages, c'est que sa couleur fait en sorte qu'il est évidemment facilement repérable dans le dossier patient. C'est un outil donc qui a un double rôle, c'est un outil clinique parce qu'il comporte une échelle de niveau de soins et c'est doublé également d'un outil relationnel de communication pour favoriser la discussion au plan thérapeutique entre l'équipe soignante, le patient et ses proches. Donc, idéalement, cet outil-là est destiné à être complété par un médecin traitant, mais en collaboration avec l'équipe soignante. Donc, évidemment, au cœur de ce processus-là, on met l'emphase sur cette collaboration, au même sens que Dr. Seuilly, tantôt on faisait mention. Donc, il peut être complété en un seul temps ou par étapes, selon ce qui se prête le mieux aux circonstances de chaque cas. Donc, le but, c'est de s'assurer que tous les patients concernés aient pris de façon concertée avec l'équipe de soins, donc idéalement à l'extérieur d'un épisode de soins aigus, une décision éclairée quant au niveau de soins et au recours à la réanimation cardio-respiratoire qui tienne compte de leurs valeurs, de leurs croyances, de leur état de santé actuel et du pronostic lié à leur pathologie, et que cette décision-là soit clairement et adéquatement documentée dans le dossier médical et aussi, évidemment, facilement accessible à l'équipe médicale, en tout temps avant la prestation des soins. C'est sûr que si cette discussion-là a été documentée et qui se retrouve dans le troisième dossier plutôt que dans le dossier actif, ben, c'est d'aucune utilité.
Donc, le formulaire, brièvement, et on y reviendra un petit peu plus en détail dans quelques instants, il est divisé, donc, découpé en 5 étapes que vous voyez là. Et ces étapes-là correspondent, en fait, c'est des sections qui correspondent à des étapes de la démarche clinique et relationnelle de prise de décision. Et ces étapes-là, que vous voyez, sont basées évidemment sur les principes, les normes éthiques et juridiques qui sont applicables pour toutes les décisions en ce qui concerne les soins. Donc, comme je vous dis, on y reviendra. Alors, voici le formulaire en question. Comme vous le voyez, donc, il est divisé là, verticalement en 2 parties. La partie de gauche ici, qui est informationnelle, peut être complétée par quelques membres, que ce soit de l'équipe soignante, alors que la partie de droite, elle, qui est décisionnelle, doit être complétée par le médecin. Alors, si on revient aux étapes qu'on a vues dans la diapositive précédente, alors, la première étape consiste donc à évaluer la condition clinique, ici, donc, pour identifier cliniquement les patients qui sont concernés par ce processus de discussion-là. Donc, on parle de patients qui souffrent d'une condition chronique avancée, donc incurable, dont l'issue fatale se situe probablement en dessous de 24 mois. Des patients qui souffrent de toute autre condition chronique et des personnes qui sont en hébergement. Donc, c'est la première étape. On passe ensuite dans une seconde étape à la vérification de l'attitude du patient à consentir aux soins, donc à l'aide du test de la Nouvelle-Écosse qu'on connaît, là, donc, qui est composé de 5 questions. Et si on conclut à l'inaptitude de la personne, bien, il faudra alors rechercher évidemment un consentement substitué. Il convient également de vérifier s'il existe des volontés qui auraient été écrites antérieurement, donc par le patient, que ce soit dans le cadre d'un testament, d'un mandat, d'une procuration, et donc de voir s'il existe quelque chose à ce niveau-là. Ensuite, on passe dans un troisième temps, donc, à la discussion, donc, qui est au cœur du processus. Hein, parce que, dans le fond, le formulaire, c'est un outil, mais ça vient vraiment documenter le processus sur lequel on met l'accent sur la discussion. Donc, il s'agit à ce moment-là de vérifier la compréhension de la situation clinique. Donc, c'est à ce moment-là qu'il y a une discussion avec de l'équipe soignante, avec le patient, ses proches ou son représentant légal pour vérifier la compréhension que le patient ou ses proches de sa maladie, de son traitement et aussi de sa qualité de vie, qui est souvent un facteur qui est déterminant donc, dans cette discussion-là. C'est important à cette étape-là donc de donner les informations nécessaires en ce qui concerne les différents niveaux de soins, les différents choix de soins, pour pouvoir obtenir, le cas échéant, peut-être sur le moment ou dans une autre étape, un consentement à un de ces niveaux de soins-là, incluant le statut de réanimation cardio-respiratoire. Donc, on doit noter aussi le résultat de la discussion, que ce soit un accord, un désaccord, ou aussi le fait que la discussion est toujours en cours. Et à l'endo, donc ça correspond à l'endo ici, on a des exemples de questions qui peuvent être utiles donc, pour entamer le dialogue et qui correspondent à des sphères là, qui sont quand même connues au niveau clinique, donc au niveau de la compréhension de la maladie. Ça rejoint un petit peu l'outil dont vous utilisez chez vous, Dr. Soli. Donc, la compréhension de la maladie, les émotions qui y sont liées, le sens qu'on donne aussi à la situation et aux attentes face à l'avenir. On retrouve également une liste de personnes ressources auxquelles les soignants peuvent avoir recours pour faciliter la discussion. Donc, on parle ici du comité d'éthique clinique, des collègues spécialistes, les psychologues, travailleurs sociaux et intervenants en soins spirituels. Il y a également des espaces pour noter des informations complémentaires, donc en présence de qui la discussion a eu lieu, s'il y a eu des désaccords ou des informations particulières à noter. Donc, ce qui est important de considérer ici, c'est que à travers ce processus-là, on veut inciter les soignants, en fait, et toute l'équipe soignante, à considérer la personne dans sa globalité. Donc, au niveau de ses volontés, de ses valeurs, de ses seuils de tolérance et d'intolérance aussi. Et non seulement la personne au niveau
donc biologiques au niveau des organes malades. D'où l'importance justement de cette collaboration-là qu'on veut instaurer au niveau de la culture entre l'équipe interdisciplinaire pour favoriser donc une approche intégrée de soins. Donc, une fois la discussion entamée, donc, je vous promène un petit peu, on revient donc à la question, à la quatrième étape qui est la détermination du niveau de soins, du choix de soins. J'aime bien l'expression qui est utilisée donc au niveau des choix. Une fois donc le dialogue entamé avec le patient, ses proches, quant à ses volontés de soins de fin de vie, le niveau de soins appliqué peut être évalué au moyen d'une échelle de niveau de soins qui est proposée ici là, sur le formulaire. Donc, on a retenu 3 niveaux de soins. Je ne discuterai pas du contenu des niveaux de soins qui ont été retenus, mais disons que la détermination du niveau de soins doit prendre en compte le fait que la norme médicale et la règle de proportionnalité demeurent évidemment les points d'appui principaux pour juger, si vous voulez, de la pertinence d'un traitement dans le cadre d'une pratique clinique standard. Donc, je pense qu'il est important aussi pour bien accompagner le patient, ses proches, de spécifier aussi les thérapies qui sont réalistes et possibles, considérant l'évolution de la condition clinique. Donc, dans un dernier temps, donc dans une 5e étape, il est important de valider et de réévaluer la détermination du niveau de soins avec le patient et ses proches, considérant le fait, évidemment, que la situation évolue et que donc la décision quant au niveau de soins est appelée à se modifier dans le temps. Donc, c'est important pour l'équipe soignante de valider, de réévaluer avec le patient et ses proches cette décision-là qui aurait pu être prise, et au besoin, donc considérant l'évolution de la condition clinique, lors de toute nouvelle hospitalisation ou au plus tard annuellement. Donc, à ce moment-là, il y a un nouveau formulaire qui est inséré sur le dessus du dossier actif du patient et l'ancien est rassuré par le service des archives. Donc, il y a un guide détaillé, qui est très bien fait d'ailleurs, qui est disponible pour les utilisateurs, pour les aider, donc, si jamais ils ont des incertitudes au niveau de ce processus-là. Parallèlement à la complétion du formulaire lui-même, et on retrouve également une étiquette autocollante, et je vous la montre ici parce que ça correspond à ça ici, mais elle est vraiment là, à même le formulaire orange, et qui donc est destinée à être apposée sur le devant de la carte d'assurance maladie, dans le coin de supérieur gauche, donc pour ne pas nuire au code barre et à la photo. Donc, l'étiquette autocollante, comme telle, vous allez voir si j'arrive à me resituer. Donc, c'est ça, l'étiquette autocollante, elle indique les soins à être ou non prodigués, donc en cochant oui ou non, selon le niveau de soins qui a été déterminé. Elle a été conçue pour permettre une consultation rapide par les services ambulanciers, entre autres, et par les urgentistes, qui n'ont pas toujours le dossier du patient à portée de la main. Donc, elle doit porter la signature et la date du médecin traitant. Il est également noté le numéro de dossier du patient, ce qui fait que normalement, lorsque le patient arrive à l'urgence, soit par ambulance ou par lui-même, il devrait être immédiatement identifié, un peu comme les patients MPOC, et le niveau de soins qui a été décidé devrait être respecté. Donc, en résumé, outre la grille de discussion-décision, notre fameux formulaire orange, le guide pour les utilisateurs et l'étiquette autocollante a été apposée sur la carte d'assurance maladie. Notre processus est complété donc par un dépliant explicatif de la démarche qui est remis aux patients, à leurs proches. Cette politique, c'est-à-dire notre processus a d'ailleurs été intégré dans une politique spécifique et a fait l'objet d'une procédure d'implantation. Donc, on en est maintenant à l'étape de la mise en œuvre générale. Et ça va passer par un plan concerté de communication et de formation des utilisateurs. Donc, c'est sûr qu'on n'instaurera pas ça de façon générale en leur disant « voici l'outil, remplissez-le maintenant ». Donc, ça va nécessiter, évidemment, je vous dirais, d'infiltrer la culture pour que ça fasse en sorte que cet outil-là, dans le fond, ne soit finalement que le reflet de toute une nouvelle approche en ce qui concerne cette discussion-là nécessaire. En fait, ça se veut un support. Donc, à toutes les étapes de l'élaboration, de la mise en œuvre de ce processus-là, c'est bien sûr que nous avons été confrontés, les membres du comité choisi,
à des difficultés d'ordre surtout conceptuel et même matériel, dont les principales demeurent au niveau des communications, d'en arriver à assurer une utilisation systématique et surtout bien comprise, donc du formulaire pour tous les patients qui sont concernés, et ce, et on n'insistera jamais assez là-dessus, je crois, par l'ensemble de l'équipe multi et non par le médecin seul, donc de faire en sorte que, effectivement, l'équipe soignante puisse jouer son rôle à ce niveau-là. Et donc, ça passera bien sûr par la promotion et la formation qui prend un grand rôle dans notre processus d'implantation. Enfin, au plan d'opérationnalisation comme tel, le principal défi m'apparaît de faire en sorte que le formulaire Orange complété suit le patient à travers les différents points de service du CCSS et ce, peu importe où il a été complété, c'est-à-dire que ce soit à domicile, en cabinet privé, au CLSC, donc de manière à pouvoir vraiment s'assurer qu'il y a une continuité dans cette chaîne, notre communication des décisions, pour pouvoir vraiment mettre en œuvre les volontés du patient qui ont été exprimées puis consignées dans le formulaire Orange, donc pour que vraiment ça puisse servir la fin voulue. Et ce, à travers donc tous les points de service et non seulement le centre hospitalier, possiblement à travers la région des Laurentides et vraiment idéalement à travers tout le réseau au Québec. Donc, c'est certain que ça me fera plaisir d'en discuter plus longuement avec vous après le symposium et dans les prochains jours. Alors, mais tout ça pour dire donc qu'en appelant en clinicien et à l'ensemble de l'équipe soignante un canevas commun, harmonisé dans l'ensemble des points de service du CCSS de Saint-Jérôme, on met donc en place l'infrastructure nécessaire pour permettre à toutes les personnes impliquées d'être étroitement associées dans cette dernière étape de soins-là pour en arriver, bien sûr, idéalement, à une prise de décision concertée et partagée quant à un niveau de soins adopté en fin de vie. Cette concertation, on l'espère, devrait permettre également d'assurer une meilleure continuité des soins entre les épisodes de soins aigus, ainsi qu'entre les différents soignants et à l'intérieur d'une même équipe, entre différentes équipes de soignants ou lors de transferts inter-établissements par la documentation et la transmission des décisions qui ont été prises quant au niveau de soins et au plan de traitement. Alors, c'est en général notre processus et vous êtes bienvenus si vous voulez plus de détails à nous contacter directement. D'ailleurs, vous recevrez, pour ceux d'entre vous que ça aurait pu inquiéter un peu, qui n'ont pas eu le temps de prendre en note les coordonnées des conférenciers précédents, vous recevrez par courriel la liste des participants avec leurs données courriel dans peu de temps. Alors, je vous remercie beaucoup. Au revoir.